Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, bonjour Tristesse, un roman de Françoise Sagan, le premier roman de Françoise Sagan, 1954, un roman qui a fait scandale, qui aujourd'hui sans doute ferait moins scandale, et ce qui en rend peut-être la lecture un peu, non pas difficile, mais moins percutante qu'elle a pu l'être à l'époque de sa sortie. Alors qu'est-ce que c'est que Bonjour Tristesse ? C'est une histoire où différents personnages qui se trouvent en vacances, au fond, ont des relations amoureuses ou plus ou moins libertines entre eux. C'est raconté du point de vue d'une jeune fille qui était Françoise Sagan quand elle écrivait ceci, qui vit avec son père, le père qui est un séducteur, qui séduit une autre jeune fille et puis une femme un peu plus âgée. La narratrice de l'histoire elle-même fréquente un jeune homme, donc on a toutes ces histoires-là qui s'entremêlent et qui préparent peut-être des relations moins légères qu'il n'y paraît. Et le rapport entre ces différents personnages fait l'intérêt de ce roman où on a donc le père qui délaisse une jeune fille pour une femme un peu plus mûre qui parle de se marier, la jeune fille qui est la fille, donc la narratrice elle-même joue un jeu assez trouble. La femme future de son père voudrait que cette jeune fille, donc sa future belle-fille, étudie, mais elle a un peu de peine, elle planche un peu sur de la philosophie, mais ça la barbe assez vite, surtout qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Cyril qui est dans le coin. Bref, on a des histoires assez complexes, assez effectivement libres et un peu retorses qui nous sont racontées, ce qui évidemment pouvait faire scandale dans les années 1950. Aujourd'hui, ce parfum de scandale est sans doute passé, il ne reste plus que l'écriture très précise et fine de Françoise Sagan, alors peut-être une écriture un peu, j'allais dire plate, enfin je n'ai pas été très sensible à l'écriture de ce texte-là, mais je vais quand même en lire un extrait pour justement comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la particularité de ce livre. Alors, lisons, par exemple, je prends vraiment les choses presque au hasard, le premier chapitre de la deuxième partie. La netteté de mes souvenirs, à partir de ce moment, m'étonne. J'acquérais une conscience plus attentive des autres, de moi-même. La spontanéité, un égoïsme facile, avait toujours été pour moi un luxe naturel, j'avais toujours vécu. Or, voici que ces quelques jours m'avaient assez troublé pour que je sois amené à réfléchir, à me regarder vivre. Je passais par toutes les affres de l'introspection sans, pour cela, me réconcilier avec moi-même. Ce sentiment, pensais-je, ce sentiment à l'égard d'Anne est bête et pauvre, comme ce désir de la séparer de mon père est féroce. Anne, c'est la femme que son père devrait épouser. Et ça plaît pas trop à la fille, qui perdrait une part de sa liberté. Mais après tout, pourquoi me juger ainsi? Étant simplement moi, n'étais-je pas libre d'éprouver ce qui arrivait? Pour la première fois de ma vie, ce moi semblait se partager et la découverte d'une telle dualité m'étonnait prodigieusement. Je trouvais de bonnes excuses, je me les murmurais à moi-même, me jugeant sincère. Et brusquement, un autre moi surgissait qui s'inscrivait en faux contre mes propres arguments, me criant que je m'abusais moi-même, bien qu'ils eussent toutes les apparences
de la vérité. On voit le dilemme intérieur de cette jeune fille qui voit bien que ce qu'elle fait n'est pas forcément bien, mais elle est un peu au-delà de la morale stricte de l'époque. Elle s'y oppose, mais c'est une époque où peut-être il est mal vu de s'opposer à cette morale-là. Le père lui-même, il faudrait qu'il se range, il n'en a pas très envie, mais quand même il s'y décide. La fille qui se trouve dans ce milieu-là, elle aussi aurait envie que le père continue à être libre, elle aussi. Bref, des histoires qui sont assez importantes, pour l'époque en tout cas, je crois, assez profondes, qui montrent le poids aussi de la vision sociale qui pèse sur les relations intimes. Et ces relations intimes, justement, eh bien, elles sont explorées avec beaucoup de profondeur dans ce livre. C'est peut-être ce qui en fait vraiment l'intérêt, c'est qu'on entre dans l'intimité, dans une intimité complexe, et que, au fond, cette jeune fille et les dilemmes qui se posent à elle, eh bien, on y assiste un peu en direct. Par exemple, dans le chapitre 6, toujours de cette deuxième partie. Le lendemain matin, j'emmenai mon père se promener avec moi sur la route. Nous parlions de choses insignifiantes avec gaieté. En revenant vers la villa, je lui proposai de rentrer par le bois de pin. Il était 10h30 exactement. J'étais à l'heure. Mon père marchait devant moi car le chemin était étroit et plein de ronces qu'il écartait au fur et à mesure pour que je ne m'y griffe pas les jambes. Quand je le vis s'arrêter, je compris qu'il les avait vus. Je vins près de lui. Cyril et Elsa dormaient allongés sur les aiguilles de pin donnant tous les signes d'un bonheur champêtre. Cyril, c'est l'homme que la narratrice fréquente et Elsa, c'est la jeune fille que le père a délaissée. Et Cyril et Elsa se retrouvent ensemble. L'idée, c'est de créer la jalousie du père pour qu'il quitte Anne, qui est la femme qu'il doit épouser. Il y a peut-être aussi une jalousie de la narratrice elle-même. Bref, on voit bien que la situation est compliquée. Mais lisons encore la suite. Je le leur avais bien recommandé, mais quand je les vis ainsi, je me sentis déchiré. L'amour d'Elsa pour mon père, l'amour de Cyril pour moi, pouvait-il empêcher qu'ils soient également beaux, également jeunes et si près l'un de l'autre? On voit la jalousie qui s'insinue ici, malgré la mise en scène. Je jetai un coup d'œil à mon père, il les regardait sans bouger, avec une fixité, une pâleur anormale. Je lui pris le bras. Ne les réveillons pas. Partons. Il jeta un dernier coup d'œil à Elsa. Elsa, renversée en arrière dans sa jeune beauté, toute dorée et rousse, un léger sourire aux lèvres, celui de la jeune nymphe, enfin rattrapé. Il tourna les talons et se mit à marcher à grands pas. « La garce » murmurait-il. « La garce » alors qu'au fond, elle n'est plus avec lui. Donc, d'ailleurs, c'est ce que lui dit sa fille. « Pourquoi dis-tu ça? Elle est libre, non ?»« Ce n'est pas ça. Tu as trouvé agréable de voir Cyril dans ses bras? »« Je ne l'aime plus, dis-je. »« Moi non plus, je n'aime pas Elsa, cria-t-il furieux, mais ça me fait quelque chose quand même. » Bon, c'est compliqué, comme c'est toujours compliqué ce genre de situation où on joue avec l'amour, donc on joue avec le feu. Alors, ces marivaudages, à quoi aboutiront? Il y a un ton qui n'est pas si léger que ça dans ce livre. C'est un ton assez sombre. Il y a une menace qui plane, malgré l'été, malgré une certaine liberté revendiquée. Quelque chose peut-être se passera. Il y a une tristesse. Il y a « Bonjour tristesse ». Pourquoi ce titre-là?
Eh bien, simplement parce que c'est comme ça que se termine le livre. Quelque chose monte alors en moi, que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour tristesse. Que se passe-t-il qui fait naître cette tristesse? Ça, je ne vais pas le dire, mais voilà ce que je pouvais raconter à partir de Bonjour tristesse de